C'est normal que Julie, ça... Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Ce soir, donc, c'est un sujet sur l'innovation technique, la chirurgie dans les cancers du poumon, et nous serons avec nos deux experts, équipe marseillaise. Donc, le docteur Bouabdallah. Bonsoir, docteur Bouabdallah. Vous êtes chirurgien thoracique à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis le professeur Paul Habert, vous êtes radiologue interventionnel à l'hôpital Nord, à l'APHM. Merci beaucoup et nous aurons aussi le plaisir et l'importance d'avoir le témoignage d'une patiente, Julie, que nous allons accueillir dans quelques instants. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Donc, un tout petit mot d'accueil pour toute l'équipe de mon réseau cancer du poumon et toutes les personnes concernées en tant que patients ou proches qui nous écoutent ce soir. Et c'est vrai que, et en plus avec je dirais l'annonce de l'expérimentation de dépistage du cancer du poumon en France, on espère avoir encore beaucoup plus de patients opérables d'un cancer du poumon. Donc, c'était un enjeu pour nous de vous faire une web conférence, pardon, avec justement les innovations technologiques qui permettent en fait des chirurgies euh, moins lourde et du coup aussi de mettre en avant les innovations de radiologie interventionnelle avec deux experts. Et je vais tout de suite donc donner la parole à Julie, donc qui a eu, on a échangé sur le réseau et qui a accepté de nous partager son expérience. Donc Julie, bonsoir, et je vais te poser quelques questions pour que tu nous dises un petit peu, voilà, déjà comment tu as découvert ton cancer du poumon. Par le plus grand des hasards. J'ai fait une fête, je fais court, hein, je me suis cassé deux côtes. Je suis allée faire un examen au bout de 15 jours parce que ça n'allait toujours pas mieux. On m'a confirmé que je m'étais cassé deux côtes à gauche, mais ils étaient contents parce que ça se ressoudait. Mais par contre, on m'a dit attendez, attendez, on a un autre problème. Et à droite, on a découvert un nodule. Donc, j'ai fait quelques examens. Je suis allée voir un pneumo génial à Bastia qui croyait pas du tout, parce que j'ai eu le médecin qui stabilotait, qui visiblement il y avait des urgences, mais moi j'ai eu aucun symptôme, j'étais en forme, je faisais des travaux chez moi, enfin bref, et, euh, et ce pneumo m'a au début pensait que je me faisais une tuberculose rota. Il avait déjà eu deux cas, il pensait que j'étais le troisième. Il m'a donc fait faire un PET scan, ce qui a confirmé que j'avais un cancer métastasé, un cancer, on va dire, chronique, qui ne se guérit pas. Il m'a donc envoyé à Marseille. Je suis désolée pour le chirurgien qui m'a opéré, mais il était génial. J'essaierai de vous le renvoyer, le nom. Mais il y a 5 ans, et il a été vraiment formidable, humain, parce que on se prend un parpaing sur le coin de la figure quand même, hein, même si on sait qu'on a une partie de responsabilité, puisque je suis une ancienne fumeuse. Euh, Et donc, j'ai eu une opération, j'ai eu une lobectomie inférieure droite. Je pense que ça veut dire que c'est le lobe du milieu. J'avais des métastases. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est qu'en fait, je fais partie de mon réseau et je vois bien que tout le monde se fait pas opérer parce que ces personnes ont des métastases. On les met sous Tagrisso, ce qui est mon cas, mais j'ai jamais eu de chimio. On m'a enlevé le nodule. J'avais des métastases, plèvres, enfin, etc. Aujourd'hui, j'en ai plus. J'ai plus qu'une lésion à gauche. Et la lésion à droite que j'avais, on a fait ce qu'on appelle une radiothérapie stéréotaxique qui a super bien marché. Mais comme on m'a dit, attention, ça peut revenir. Voilà, voilà où j'en suis. Je prends D'accord. toujours mon Et juste médicament. une Oui. question par rapport justement à la chirurgie. Toi, donc, tu as eu une chirurgie où on t'a ouvert complètement Robot. ou avec le robot. Et du coup, quelle a été ton expérience avec cette chirurgie finalement? Ben, je je sais pas comparer parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus long quand on n'est pas avec une opération Un robot? à robot. Mais finalement, moi, au bout de 4 jours, je suis sortie de l'hôpital. Je vais pas vous dire que je pétais la forme, hein. Non, c'est pas vrai, hein. Non, non.
j'ai mis quand même pas mal de temps, j'ai beaucoup dormi. En plus, je supporte pas les anesthésies. Donc, mais de toute façon, j'avais quand même mal. Faut pas rigoler quand on dit une semaine plus tard, vous pouvez faire votre vaisselle et votre ménage. Enfin, personnellement, mon cas, non. J'étais vraiment bien atteinte. Et puis, je crois aussi le moral, Oui. quand même. Que, ouais, c'est très, très dur au départ. Hein. Surtout en plus quand on n'a pas de soutien psychologique. Moi, j'ai dit à personne que j'avais un cancer pendant plusieurs mois. Hein. Parce que je mettais cancer égale mort. C'est tout. Et D'ailleurs, c'était quand il y a j'avais combien de temps ce diagnostic et aujourd'hui, 5 comment ans, est-ce que tu vas? 5 ans? ouais, 5 ans, ben ça va, mais en fait, je suis toujours très étonnée et je dis toujours maintenant à mes camarades qui ont un cancer, surtout n'allez pas interroger Internet, parce que moi, j'ai tout de suite foncé sur Internet pour savoir Tagrisso 80, qu'est-ce que c'est. Alors, c'est une liste de choses absolument épouvantables. Moi, j'ai très peu de symptômes, hein, je vais dire, ça va. Euh, mais, euh, mais on vous dit sur Internet 1 an et demi de survie terminé. Oui, donc c'est sûr c'est pour ça qu'on a besoin de s'informer, déjà auprès de son Ouais. équipe de soins, et puis d'être orienté. Et puis j'espère que cette webconférence va pouvoir apporter des réponses concrètes. Donc nous, on va se focaliser ce soir sur les traitements par chirurgie et radiologie interventionnelle. Donc merci beaucoup, Julie. Tu peux bien sûr aussi, tu pourras participer aux questions, aux réflexions aux différents temps de la conférence. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit. Avec Oriane, on les posera à nos orateurs. Et on va tout de suite passer la parole donc, au docteur Bouabdallah, qui va nous parler donc déjà qui sont les personnes qui sont éligibles à une chirurgie du cancer du poumon. Et puis, en fait, ces technologies que vous maîtrisez parfaitement et qui révolutionnent quand même les prises en charge. Bonjour Laure, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Parfait. Bonjour à tous. Je vais tout de suite partager mon écran, m'assurer que l'échange est bon. Vous voyez bien mon Ouais, écran? parfait. Ouais. Génial. Donc, merci pour l'invitation. Je m'appelle Ilyes Bouabdallah. Je suis effectivement chirurgien thoracique. Je travaille à Marseille avec le docteur Habert, donc pas dans le même établissement, mais nous sommes tous les deux des sudistes. Donc, on va vous rapporter notre expérience, mais qui est globalement la même dans tout le territoire français. On a la chance en France d'avoir une médecine qui est assez uniformisée. Et donc, quel que soit l'endroit où vous êtes ce soir, vous trouverez proche de chez vous des collègues chirurgiens qui font la même chose. Donc, merci à nouveau pour l'invitation pour vous parler de la chirurgie et plus spécifiquement de la chirurgie robotique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idée de parler de la chirurgie robotique? C'est de vous vulgariser le discours sur cette innovation en essayant de ne pas être trop technique et surtout en ne vous vendant pas des faux espoirs. La chirurgie robotique ne va rien changer, c'est juste de la chirurgie qui est moins agressive. Mais le robot n'opère pas tout seul, hein. C'est le chirurgien qui reste le maître de tous les gestes avec un objectif de traiter le cancer dans un premier temps. Ça veut dire que les règles de la chirurgie sont les mêmes, que ce soit à travers des petits trous et utilisant cet outil robotique que l'on faisait également par chirurgie ouverte. Donc, on fait la même chose à l'intérieur. Le principal avantage, c'est de réduire l'impact de la chirurgie sur le corps, puisque pour faire cette intervention avant, il fallait ouvrir le thorax. Et maintenant, on peut le faire de manière moins agressive. Mais il ne faut pas penser que l'intervention à l'intérieur diffère. Ça, c'était pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce robot, mais maintenant je vais vous essayer de faire comprendre vraiment ce paradigme qui a changé avec cette agression de la cage thoracique qui se veut de moins en moins importante. Vous voyez que initialement, pour opérer du poumon, on ouvrait le thorax sur le côté, on appelait ça on appelle ça une thoracotomie. On le fait très rarement aujourd'hui. On écartait les côtes et on pouvait rentrer nos mains à l'intérieur du thorax pour permettre de retirer le morceau du poumon malade. Ensuite, il y a eu, on va dire, depuis les années 80-90, le développement des caméras. Au début, c'était dans le ventre avec ce qu'on appelle la célioscopie. Puis ça s'est importé dans le thorax. On appelle ça de la vidéo-thoracoscopie. Ça veut dire caméra dans le thorax. Et donc, vous voyez, le chirurgien est habillé en stérile, collé au patient. Et au lieu d'ouvrir en grand le thorax, il passe entre les côtes avec des petits trous qu'on appelle des trocars et il rentre la caméra et les instruments. Puis dans les années 2000, il y a eu le développement de la chirurgie robotique où on a toujours
les instruments qui passent à travers des petits trous, des trocars, mais cette fois-ci, le chirurgien n'est plus collé au patient, il est dans la même salle, mais il est assis sur une console, utilisant des commandes qui vont reproduire ces mouvements à l'aide d'une espèce de pieuvre, donc c'est ça qu'on appelle le robot, et qui est, lui, collé au patient et qui reproduit les mouvements du chirurgien avec beaucoup plus de finesse et de dextérité. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Le robot, finalement, ce n'est rien d'autre que de la télémanipulation. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intelligence artificielle dedans, il n'opère pas tout seul, ce sont juste des câbles qui reproduisent les mouvements du chirurgien. Et c'est également de manière plus globale une plateforme assez intelligente qui nous permet d'avoir d'autres avantages, d'autres options qui vont faire de nous des chirurgiens augmentés, où on va avoir pas mal d'outils qui nous permettront de faire une chirurgie de plus en plus précise. Alors quels sont ces avantages? On a une dextérité accrue. Finalement, moi aujourd'hui, j'opère de la main droite, je suis droitier, mais avec le robot, je suis ambidextre. Cette précision va me permettre de faire des gestes de plus en plus fins. Il va également y avoir des mouvements qui peuvent être décuplés. Imaginons que quand je bouge ma main de droite à gauche de 10 cm en normal, au robot, je peux lui demander d'avoir une précision plus fine et donc de diminuer la distance parcourue par le robot, qui permet d'avoir une échelle de mouvement qui est encore plus précise. J'efface les tremblements. Quand je suis fatigué, si j'ai bu trop de café, on peut imaginer que ma main tremble. Là, le robot ne tremble pas. Ça gagne encore en précision. Je vais, grâce à la console que je vous ai montrée, intégrer ma tête à l'intérieur de cet outil qui me permet d'avoir une vision binoculaire, de retrouver la vision 3D. C'est comme si je mettais ma tête à l'intérieur du thorax. Alors que quand on travaillait en célioscopie, ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, la vidéothoracoscopie, on était sur un écran, donc en 2 dimensions. Là, on retrouve la profondeur de champ de la 3 dimensions. On va avoir ce qu'on appelle une exposition optimale. Alors, ça veut dire quoi une exposition? Une exposition, ça veut dire bien voir. Pour bien y voir, il faut que j'ai de la place à l'intérieur du thorax. Vous avez en tête que quand on opère le poumon, je vais être gêné par le poumon qui va être collé contre la paroisse, qui est le cas chez tout le monde. Ben, finalement, l'anesthésiste va intuber le malade, c'est qu'il va lui mettre une sonde d'intubation qui permet de faire respirer le patient soit sur un poumon, soit sur l'autre. Et on lui demande pendant l'intervention de dégonfler le poumon sur lequel j'opère afin d'avoir de l'espace. Et on met en plus ce qu'on appelle du CO2 qui va nous permettre d'insuffler de l'air à l'intérieur de la cavité thoracique pour avoir encore plus d'espace entre la cage thoracique et le poumon afin d'avoir encore plus de place, la fameuse exposition. Autre chose, le robot, il a 4 bras. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai que 2 mains, mais finalement, lorsque j'opère au robot, je vais avoir 4 mains. Donc, on a encore plus d'exposition. Je deviens encore plus autonome. Et donc, je suis encore moins dépendant de mon aide. Et je gagne en ergonomie puisque je suis assis confortablement sur ma chaise comme je le suis là actuellement sur mon bureau. Et je peux donc faire des chirurgies beaucoup plus longues. C'était donc pour vous expliquer en quelques mots de manière assez vulgaire ce qu'est cet outil robotique. Maintenant, dans les questions que vous m'avez proposé de développer, il y avait qui peut bénéficier d'une chirurgie robotique. Aujourd'hui, en 2026, je vais être clair, tout le monde. Ce n'était pas vrai il y a quelques temps parce qu'il a fallu que les chirurgiens se forment. Aujourd'hui, je vous ai dit que ça fait une vingtaine d'années que l'outil existe. Et donc, les jeunes chirurgiens que nous étions dans les années 2000 sont aujourd'hui quasiment tous formés. Donc aujourd'hui, la génération actuelle, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, sont à l'aise avec la chirurgie robotique. 100% des CHU sont équipés de robots. C'est pour ça que je vous ai dit que proche de chez vous, où que vous soyez, vous aurez une équipe de chirurgiens qui ont cet outil. Les CH et les établissements privés et les ESPIC et les centres anticancéreux sont aussi bien équipés avec un accès au sein du territoire français relativement facile. Donc tout le monde peut en bénéficier. Les seules difficultés aujourd'hui de la chirurgie robotique sont assez simples à comprendre. C'est lorsque la tumeur est trop grosse. Imaginez une tumeur qui fait 10 cm, 15 cm. On parle d'une énorme boule. Vous comprenez bien qu'à la fin, pour sortir cette tumeur de la cage thoracique, j'ai beau avoir travaillé par des petits trous qui font 8 mm, il va bien falloir faire une grosse incision pour sortir la tumeur. Et donc, ça fait partie des cas où on évite la chirurgie robotique, pas pour des problèmes techniques, mais parce que dans tous les cas, à la fin, il faudra ouvrir le thorax. Si jamais cette tumeur envahit la paroi, ça arrive que dans quelques cas, la tumeur puisse envahir les côtes. Et des fois, il faut à la fin couper les côtes. Là aussi, on peut être amené
à faire plutôt de la chirurgie ouverte, bien qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir dans les nouveaux traitements tels que l'immunothérapie. On met avant la chirurgie ce qu'on appelle les traitements d'induction qui font quand même bien diminuer la taille de la tumeur. Et des fois, on peut finalement surseoir à la résection de la paroi et n'enlever que la tumeur dans le poumon. Mais pour pas rentrer dans les détails et pas vous polluer l'esprit, gardez en tête que dans la majorité des cas, on peut être opéré par chirurgie robotique. Quels sont finalement les bénéfices pour le patient de cette chirurgie robotique? De manière assez évidente, vous imaginez que entre ouvrir en grand le thorax sur 15 cm, écarter les côtes ou passer par des petits trous de 8 mm, ça fait quand même moins mal. Et ça a été prouvé dans la littérature. On a aujourd'hui des essais comme l'essai Violette que je mentionne, qui a été publié dans le New England Journal. Je parle à des patients, donc je n'ai pas envie de vous embêter avec de la littérature, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est prouvé. Il y a ce qu'on appelle de l'evidence-based medicine, ça veut dire de la médecine prouvée par les preuves et par des données, que la chirurgie minimalement invasive par les petits trous fait mieux que la chirurgie ouverte au niveau de la qualité de vie, au niveau des douleurs, et même par un nouveau papier qui est sorti dans le Lancet au niveau de la survie. Donc on a moins de douleurs, on a une récupération plus vite, une meilleure qualité de vie et des hospitalisations plus courtes. Ça, c'est un patient que j'ai opéré d'une segmentectomie juste 2 heures après la chirurgie. 2 heures après la chirurgie robotique, vous voyez, il n'a plus aucun tuyau, il n'a plus de drain, il n'a plus de perfusion, il bouge, il se promène, il va très bien. Et ça, c'est un patient opéré 6 mois après, avec qui nous avons ensemble couru le Marseille-Cassis. C'était un semi-marathon. Le monsieur qui est là, je veux lui rendre hommage, c'est monsieur Marc Demoré, qui est aujourd'hui le président de l'association Le Souffle d'après, une association que nous avons créée et qui s'adresse à tous les patients opérés d'un cancer du poumon, qui va travailler en partenariat avec Mon Réseau Cancer et qui s'adresse principalement à ceux qui sont opérés et qui est joignable en ligne. On pourra en parler plus tard. On m'a également demandé de parler des patients âgés, des patients fragiles et des patients obèses. Alors clairement, le robot, c'est l'outil adapté, la voie d'abord à privilégier pour ces patients-là, puisqu'ils permettent, chez les patients fragiles, d'arriver à retrouver une autonomie encore plus vite. Pour les patients obèses, là également, surtout pour le chirurgien, où c'est plus confortable, parce que les patients obèses ont une paroi très épaisse, et pour pouvoir rentrer les instruments par vidéo-thoracoscopie, c'est des fois assez compliqué, là où le robot ne pose aucun problème. Donc, ce sont vraiment des patients qu'il faut privilégier à la chirurgie robotique. Vous m'avez demandé de développer le parcours de manière plus globale, en parlant de ce qui se passe avant, pendant et après. Alors, comment se prépare une chirurgie? Je dirais que tout se passe en amont. Vraiment, j'aime bien donner l'image d'une intervention comme un marathon. On n'irait pas faire un marathon sans courir. On se prépare. On ne ferait pas un match de boxe tel Rocky Balboa en allant bouffer chez le McDo tous les jours et en fumant des clopes. C'est un peu pareil pour une intervention de chirurgie. La clé du succès, c'est la préparation. Donc, on sèvre le tabac, doit être arrêté au moins 3 semaines avant. On prépare au niveau respiratoire avec de la kinésithérapie respiratoire, si possible, tous les jours. On mange de manière équilibrée. Si on est dénutri, on va avoir un soutien nutritionnel. Si on est en surpoids, on va également commencer une prise en charge diététique. On parle d'un cancer du poumon, donc pour moi, la prise en charge psychologique est indispensable. Et tout à l'heure, Julie, la patiente, l'a évoqué. Et les patients sont vus généralement 2 fois par leur chirurgien avant l'intervention pour s'assurer que tout est clair. Ils rencontrent un anesthésiste. Ils sont généralement également pris en charge par l'infirmière de coordination qui va coordonner justement tout ce parcours, s'assurer que tous les examens soient faits dans les temps. Ensuite, l'hospitalisation, le patient généralement rentre le jour même à l'intervention. On appelle le J0. Ça permet d'éviter la nuit qui stresse pour rien à l'hôpital. On rentre le jour même, on va au bloc opératoire. On est opéré donc avec la chirurgie robotique. Puis finalement, très rapidement, on peut retirer ce drain. Ce drain, vous savez qu'il est pour l'instant indispensable après une intervention chirurgicale thoracique, puisque à la fin de l'intervention, il faut évacuer l'air qui est rentré, l'air que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ce drain, on peut l'enlever soit le jour même, soit le lendemain, dans la majorité des cas. Dans quelques rares cas, lorsque le poumon est très abîmé par le tabac, ce qu'on appelle l'emphysème, on peut le garder plus longtemps. Mais aujourd'hui, nous avons des durées de drainage et durées de séjour beaucoup plus courtes. Dès le début de l'hospitalisation, on commence la mobilisation précoce que vous avez vu avec le patient que j'ai évoqué, où finalement la clé du succès, c'est la rééducation et la kinésithérapie respiratoire. Pour une chirurgie, par exemple, du genou, ça vous paraîtrait évident d'aller voir un kinésithérapeute pour travailler votre genou. Pour le poumon, c'est exactement la même chose. L'objectif étant que le reste du poumon qu'on va garder grossisse et se réexpande, ce qu'on appelle, pour pouvoir permettre de retrouver un souffle correct. Donc la mobilisation précoce, c'est vraiment la clé. Et dès que les patients ont pu être dédrainés, on peut les laisser
sortir de l'hôpital. Et là, il y a plusieurs modes de sortie. Si le patient est isolé, fragile, on peut aller en convalescence dans un centre de rééducation. Si le patient, par contre, est entouré ou plutôt jeune, on peut rentrer à domicile avec soit une hospitalisation à domicile, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus avec des infirmières qui passent régulièrement, soit ce qu'on appelle également des outils de e-médecine, du télésuivi et des applications qui peuvent vous envoyer des questionnaires tous les jours pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de complications, que la douleur est bien gérée. Généralement, je ne vais pas vous mentir, ça fait mal le premier mois. Il est hors de question de vous laisser avoir mal, donc on donne des médicaments qui permettent d'être complètement confortable afin de faire la rééducation de manière efficace. On s'assure que cette rééducation soit faite et on revoit nos patients généralement 3 semaines après avec une radio de contrôle. Cette convalescence à la maison, elle est standardisée avec les soins infirmiers qui ont lieu généralement tous les 2 jours, la kinésithérapie qui, elle, a lieu tous les jours, cette plateforme téléphonique que j'ai évoquée pour le suivi et surtout les signes d'alerte qu'on vous communique pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, que ce soit du crachat du sang, soit une douleur brutale, soit de la fièvre, soit un gonflement. Tous ces signaux d'alerte doivent être bien connus du patient et sont résumés généralement sur une fiche ou alors avec l'application qui permet ce suivi ou enfin avec l'hospitalisation à domicile. Donc, quel que soit le mode de sortie, on veille à ce qu'il n'y ait pas de complications et si jamais il devait y avoir des signes d'alerte, le patient peut être réadmis en urgence pour pouvoir s'assurer que tout aille bien. Je vais vous montrer un petit film qui vous montre comment se passe dans notre service les suites. Donc là, on voit un patient qui a été opéré le jour même. Une fois qu'il a été opéré, cette patiente avait été dédrainée à la fin de l'intervention et elle commence tout de suite la rééducation avec le kiné. On a une salle dédiée aux patients dans notre service où les patients peuvent manger ensemble avec des plateaux au lieu de les avoir dans leur chambre. On fait également un soutien psychologique, on a des casques de réalité virtuelle de manière à vraiment prendre en charge aussi l'impact psychologique. Nous avons fermé une chambre que nous avons transformée en salle de sport où le patient commence la rééducation dans le service. On a dans le couloir des parcours de marche pour vraiment utiliser presque le service comme un gymnase. Le patient, généralement, je vous dis, rentre à domicile au bout de 2 ou 3 jours. Une fois qu'il rentre chez lui, il a ce questionnaire que j'ai évoqué qui permet de suivre le patient avec un système d'application. Et en cas de complication, on peut être amené à lui demander de revenir à l'hôpital. Ce suivi, il dure plusieurs mois, surtout le premier mois avec cette kinésithérapie qui est quotidienne. Donc le patient, tous les jours, il vient dans ce qu'on appelle le pôle sport et santé, où il va rencontrer soit des kinés, soit des coachs sportifs pour permettre cette rééducation. Et on la prolonge à l'hôpital pendant 2 ans parce qu'on a un partenariat avec différents clubs de la région. Le patient a également le lien avec l'association que j'ai évoquée, le Souffle d'après. Et plusieurs fois par an, on organise des événements, donc soit le Marseille-Cassis, soit des promenades dans les Calanques. Et cette association, elle peut être reproduite n'importe où en France. On encourage nos collègues chirurgiens à avoir des antennes un peu partout. Et je pense que mon réseau cancer peut être le parfait interlocuteur pour mettre en relation les associations. Donc, pour conclure, le message à retenir, c'est que le robot en lui-même, ce n'est rien du tout. Le robot, c'est un prolongement de l'outil du chirurgien. Le robot, finalement, il va devenir comme un soin en routine. Ce qui vous semble être une innovation n'en est plus une en 2026 et ne doit pas vraiment vous poser de questions puisque dans la majeure partie des équipes, les chirurgiens opèrent de cette manière-là. On ne va pas changer l'indication avec le robot, c'est juste au chirurgien d'évaluer la voie d'abord, mais l'indication est posée de manière collégiale avec tous les confrères dans ce qu'on appelle des RCP, c'est quelque chose qui doit vous parler, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est obligatoire dans la prise en charge d'un cancer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de patients qui sont opérables, vous l'avez évoqué Laure, avec le début du programme de dépistage qui se met en place, mais dont certaines villes avaient déjà débuté, que ce soit à Marseille, nous sommes parmi les pionniers à l'hôpital Nord avec Prévalung ou à l'hôpital Saint-Joseph avec Dépitab. Donc il y a de plus en plus d'études pilotes qui avaient commencé ça et on est heureux de savoir qu'en France, il y a enfin un programme national qui débute. Mais en tout cas, les chirurgiens sont prêts à aider efficacement à prendre en charge ces patients, puisque vous l'avez compris, lorsqu'on a la chance, et je dis bien la chance, de découvrir la maladie à un stade précoce où elle est opérable, ben, on a une opportunité d'avoir vraiment beaucoup de chances de guérison. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on serait très heureux de pouvoir prendre en charge plus de patients pour traiter cette maladie qui est un vrai problème de santé publique. Cette chirurgie, vous l'avez compris, robotique, elle est juste moins agressive sur le corps. Et mon message de ce soir, c'est que
la chirurgie robotique toute seule n'est rien et qu'elle s'inscrit dans un parcours beaucoup plus global qui va en amont et en aval de la chirurgie et que l'idée, c'est de ne pas juste opérer une tumeur, mais le patient de manière globale, avec ses pathologies, son autonomie, sa fonction respiratoire. Donc lorsqu'il est opérable, c'est très simple, les recommandations sont en faveur d'une chirurgie et le traitement de référence est la chirurgie. Mais lorsque le patient n'est pas opérable, lorsqu'il est trop fragile et lorsqu'il ne peut pas bénéficier de cette chirurgie, c'est là qu'apparaissent des traitements alternatifs qui existent, tels que la radiothérapie stéréotaxique ou la radiologie interventionnelle, dont mon confrère et ami, le docteur Paul Albert, va vous parler. Merci pour votre attention. Je vous montre à quoi ça ressemble la chirurgie robotique. Je ne voulais pas vous montrer des chirurgies du poumon pour ne pas vous écœurer parce que je ne connais pas votre sensibilité, mais là, vous voyez la dissection d'un meurtrier, donc le robot qui opère une cigarette. Merci pour votre attention et je reprends la main pour... J'arrête le partage pour vous rendre Quelle à la précision! On a logistique. bien saisi la précision et l'intérêt de cette chirurgie, y compris pour la récupération, etc. On avait une question parce que Julie, en introduction, qui parlait de son cas, a dit ben, j'étais métastatique et j'ai été opérée. Du coup, dans les profils de patients opérables, on a eu quelques questions sur notamment J'imagine. Je vais parler de Julie. Alors, 2 secondes. Je ne connais pas Julie, pour le coup. Ce n'est pas moi qui l'ai opérée. Et donc, je ne connais pas son histoire. Mais en tout cas, son histoire m'a fait moi aussi tilt dans la mesure où le cas de Julie est plutôt rare. Il faut savoir que les patients qui ont des métastases et qui bénéficient d'une chirurgie, ce n'est clairement pas la routine. Et c'est ce qu'on espère voir de plus en plus. Donc, grâce à aujourd'hui des médicaments de plus en plus innovants qui arrivent à contrôler la maladie, même lorsque la maladie est métastatique, on peut, lorsque la maladie semble contrôlée, proposer une chirurgie également. Mais ce n'est clairement pas le traitement, enfin la prise en charge la plus classique. La 95% des patients que j'opère ont une maladie localisée avec pas de métastase. Donc aujourd'hui, l'exemple de Julie, je rêve de le voir de plus en plus fréquent, mais ce n'est malheureusement pas la réalité quotidienne. merci pour cette clarification. Et Et je peux du te coup, je... permettre de Oui, rajouter quelque chose. vas-y. C'est qu'en fait, même le chirurgien a été étonné quand il est venu me voir le lendemain dans ma chambre. Il était désolé pour moi parce qu'il pensait que c'était local. C'est ça qui a été aussi très... Il y a eu un bug à mon avis avec mon histoire, mais peut-être que aussi ça m'a rendu service, entre parenthèses. Hein. Parce que moi, ça fait 5 ans que je vais bien. Hein, et que Oui. je n'ai jamais eu de chimio. J'ai juste la chimio avec Tagrisso, hein, c'est tout. Hein. Après, on ne peut pas rentrer dans dans le détail Non, de tes dossiers chacun. individuels, mais en tout cas, on est ravis déjà, Julie, que tu ailles bien. Mais par contre, je pense que ce qui peut être aussi intéressant, parce on a parfois, en tout cas, quand on échange entre patients, quelque chose qui n'est pas très clair, c'est que c'est le cas d'ailleurs pour d'autres cancers, comme le cancer du sein, c'est qu'il y a aussi l'histoire des ganglions. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites une maladie localisée opérable, ça peut être entre Oui, Laure. guillemets une tumeur, mais ça peut être aussi une tumeur dans le poumon. Et éventuellement, ça peut être, par exemple, Oui, plusieurs alors je vais faire nodules. un message très simple, très Oui, clair. ça c'est On bien. va dire qu'il y a trois, on va dire stades, c'est pas le terme que j'aime le plus, mais en tout cas, trois grandes familles dans la maladie. Il y a la maladie où il n'y a que la tumeur dans le poumon. Il y a la maladie où il y en a ailleurs, c'est ce qu'on appelle les métastases, c'est le cas de Julie. Et il y a un espèce d'entre-deux où la maladie est que dans le poumon, mais il semblerait qu'il y ait quelques cellules qui soient détectées dans ce qu'il y a autour du poumon, ce qu'on appelle les ganglions. Les ganglions, on en a tous, tout le monde a des ganglions, c'est normal d'avoir des ganglions, heureusement, c'est là qu'on a notre système immunitaire et nos défenses de l'organisme. C'est un petit peu le réseau des égouts. C'est lui qui permet dans le corps humain de nettoyer le corps humain. Quand vous avez une infection, vous avez vos globules blancs, les petits soldats qui vont combattre l'infection et qui passent par le système immunitaire et par les ganglions. Sauf que le cancer, il est malin. Il utilise ce système des égouts pour se propager dans le reste de l'organisme. Et donc, il va commencer souvent par diffuser dans les ganglions avant d'aller diffuser dans les autres organes, dans les fameuses métastases. Et s'il touche ces ganglions, on est dans une zone entre deux. On n'est pas dans les métastases, on n'est plus dans le localisé. Et dans cet entre-deux, ben aujourd'hui, cette zone floue, on espère de plus en plus pouvoir contrôler et proposer de la guérison grâce au nouveau traitement que j'ai évoqué, l'immunothérapie. Ça reste néanmoins encore une zone où il y a peu de patients. La majorité des patients sont soit que dans le poumon grâce à du dépistage ou grâce à de la chance, en fait. Hein. La majeure partie des cas aujourd'hui,
c'est une découverte fortuite. Quelqu'un qui a un accident de la route, quelqu'un qui fait un examen pour autre chose, et on le découvre. Et c'est ça aujourd'hui qui, pour le docteur Habert et moi, nous révolte, c'est qu'on aimerait que la vie des gens ne dépende pas de la chance et que ce soit quelque chose de plus standardisé grâce à un dépistage national comme on le fait pour le côlon ou pour le sein. Et donc aujourd'hui, cette chance devrait ne pas, enfin, cette survie grâce à la découverte précoce ne devrait pas dépendre de la chance, pardon. Ou alors, dans notre majeure partie des cas, elle est découverte trop tard. Et pour vous donner un chiffre simple, hein, dans 80% des cas, elle est découverte trop tard. Ça veut dire avec malheureusement des métastases. Quand je dis trop tard, le terme peut paraître péjoratif. C'est simplement que nous n'avons pas de projet de guérison évident. Lorsque la maladie est métastatique, on est sur un projet de maladie chronique, comme l'a évoqué Julie, où on espère garder la maladie stable le plus longtemps possible. À l'inverse, quand la maladie est que dans le poumon, le fameux stade localisé, là, on a un vrai projet de guérison. On n'y arrive pas dans 100% des cas, mais on y arrive dans 90% des cas. C'est déjà très beau. Oui, c'est très important ce que vous décrivez et c'est d'ailleurs l'occasion de redire que en fait son poumon on le voit pas, on le sent pas, on peut pas le palper comme un Mm. sein, regarder une petite boule et donc ça explique aussi pourquoi les personnes concernées passent à côté pendant du temps voire des années et que jusque et si on n'a pas le dépistage, en fait on le découvre un peu par hasard et que quand ça devient symptomatique, souvent là la maladie est plus avancée. Donc c'est vrai que c'est vraiment important que collectivement on en prenne une conscience pour que on ne sent pas de ce dépistage organisé et bien sûr que tous ensemble on lutte contre le meurtrier que vous avez découpé avec brio, avec votre robot. Juste un petit mot aussi pour dire que effectivement vous avez parlé de cette réunion des différents médecins autour du dossier du patient et où aujourd'hui pour certains patients, on rentre là aussi pas dans les détails, mais et il y a aussi beaucoup de formes de cancer du poumon différents. Mais vous l'avez dit, aujourd'hui on peut parfois proposer des traitements avant une potentielle chirurgie pour diminuer la taille, etc., faciliter le geste, et Oui. donc, mais également parfois des traitements après pour, on va dire, aussi augmenter les chances qu'il n'y ait pas de rechute après la Oui. chirurgie. Donc ça, c'est aussi des choses qui se développent. Il y avait peu de programmes de ce type encore il y a quelques temps avec voilà des nouveaux médicaments qui dépendent du type de cancer du poumon. Mais c'est vrai que c'est très important de redire que ces décisions, cette proposition de traitement, elle est faite de façon collégiale par tous les Et médecins. justement, pour compléter votre remarque, qui est très, très vraie et surtout très bien expliquée, je trouve que vous le faites bien, c'est que justement, ces traitements dont on parle, c'est lorsqu'il y a des ganglions malades. S'il n'y a pas de ganglions malades, tout ça, on ne le voit pas. Donc, lorsqu'il n'y a pas de ganglions malades, il n'y a que la chirurgie comme traitement local ou d'autres alternatives dont on va parler. Mais il n'y a pas les traitements d'immunothérapie ou de chimiothérapie. Ça, on le fait lorsqu'il y a des ganglions malades. Bien, du coup, je pense que c'est tout clair. Et Oriane, je pense qu'on peut passer la parole au professeur Merci à vous. Habert qui va nous parler donc de radiologie interventionnelle. Donc là, je pense qu'on est quand même très nombreux à se demander un petit peu ce que ça peut être. Bonjour à tous et merci pour ce passage de parole. D'abord, un très grand bravo à Ilyes pour la qualité du topo que j'ai adoré et admiré. Et je vais vous partager l'écran pour vous mettre la présentation. Alors, c'est celui-là. Voilà. Si vous pouvez me confirmer que vous avez la Parfait. présentation. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer aussi que vous m'entendez bien? Tout est parfait. Superbe. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de communiquer sur la radiologie interventionnelle. Et merci aussi pour la transition, Elias, à la fin de ta présentation, puisque effectivement, on va en discuter et c'est un des traitements possibles pour le cancer du poumon. Donc, j'ai été bien aiguillé et aidé dans les différentes thématiques par les organisateurs pour la réalisation de ce topo. Et c'est vrai que la première chose qu'il est légitime de se poser pour la plupart des personnes qui écoutent, c'est qu'est-ce que la radiologie interventionnelle, qu'est-ce qu'un radiologue interventionnel? Parce qu'en fait, nous sommes assez peu connus du grand public parce que nous arrivons souvent, et les patients sont souvent référés après une prise en charge initiale. Donc, nous sommes rarement en première ligne. Les patients prennent plutôt rarement consultation avec nous d'emblée, mais on voit plutôt des patients en consultation à la suite de prises en charge, comme par exemple celle du docteur Bouabdallah, ou alors d'autres collègues qui peuvent être des pneumologues, des oncologues, enfin, ou des radiothérapeutes, toutes les personnes qui sont dans le circuit de soins du cancer du poumon et dans la fameuse RCP dont parlait Elias, la réunion de concertation pluridisciplinaire dont on va reparler. Et donc c'est pour ça qu'on est moins connu.
Si on s'attarde juste à qu'est-ce que c'est, parce que je vous ai dit donc maintenant où est-ce qu'on se plaçait dans la stratégie, mais en pratique, la radiologie interventionnelle, ça désigne des actes, des praticiens, des médecins qui réalisent des actes et qui sont radiologues et qui font ça sous le contrôle de l'imagerie. Ça peut être du scanner, de l'IRM, de l'échographie, de la radiographie, avec comme but soit de faire un diagnostic, ça peut être des prélèvements, des biopsies. La biopsie est quelque chose de plus connu du grand public. On a une suspicion d'une tumeur qui potentiellement peut être un cancer. On va faire une biopsie, donc c'est quelque chose qui est beaucoup fait par des radiologues, ou ça peut être thérapeutique et ça va justement être l'objet du topo. Alors, je change de diapositive. Si on reprend un tout petit peu et qu'on se positionne dans le fil de l'histoire de la médecine récente, en fait, les radiologues ont toujours mis des cathéters, des tuyaux dans des vaisseaux, des artères ou des veines. Et en fait, ça permettait de voir avec les radiographies de manière un peu dynamique, historiquement, et puis cette et voir ce qui se passe dans les vaisseaux en injectant produit qui peut permettre de voir sur l'image. Et ça a été. Et le virage, il a été dans les années 60 par Charles Dotter, qui, lui, a voulu aller faire un traitement. Et donc, il a été le premier à dilater une artère fémorale, et donc pas du tout le cancer du poumon. Là, on est sur une pathologie qui touche aussi principalement les personnes qui ont une consommation tabagique, qui est l'artériopathie des membres inférieurs. Et il avait remarqué que ces patients avaient du mal à marcher. Il avait remarqué qu'en mettant des petits tuyaux de plus en plus gros calibre dans une artère, on arrivait à dilater ces sténoses et à faire que le patient remarche. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le virage. On a des pertes de son, On je ne sais voit pas qu'en fait, si... Ouais. ouais, Excusez-nous juste un peut-être que la instant, on ne vous connexion est entend pas instable, très mais je ne bien peux pas là. faire mieux. Ah, Ouais. pardon. Vous m'entendez mieux là? Oui, là c'est mieux. Peut-être que n'allez pas trop vite. Est-ce que... Ouais, c'est mieux? On a coupé nos caméras pour Ouais, libérer du... d'accord. Ouais, j'ai pas beaucoup de bande passante. Je le disais, dans l'histoire un peu plus récente, on a eu des personnes qui ont, brillantes, qui ont fait vraiment des innovations technologiques avec par exemple l'embolisation, c'est-à-dire quelqu'un, ici un patient qui avait une hémorragie suite d'un accident de la voie publique, et donc toujours pareil, en allant dans les vaisseaux, ils cherchaient quel était le problème, etc. Ils ont remarqué que le patient saignait, ils ont laissé coaguler son sang, et en ayant fait un petit caillot, ils l'ont réinjecté, ils ont vu que ça permettait de le traiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'embolisation. Ce sont des techniques donc très innovantes, très récentes, et qui font partie intégrante de la radiologie interventionnelle. Et puis, tout dernièrement, arrivé dans l'histoire de la médecine, le scanner, depuis les années 80 est vraiment démocratisé dans les années 2000 dans tous les pays du monde. Et bien encore une fois, là, les radiologues se sont dit qu'avec ce scanner, on pouvait s'en servir pour aller faire des prélèvements, encore une fois, des biopsies dans des endroits qui auparavant n'étaient pas du tout accessibles, comme ici, vous voyez, un nodule pulmonaire, le fameux nodule pulmonaire, et donc il réalisait des prélèvements. Et puis l'avènement de la médecine plus récente, et bien avec voilà, toutes les innovations technologiques qui ont pu arriver depuis les années 2000 sur le marché, ces aiguilles qui initialement faisaient que des prélèvements se sont transformées avec la collaboration industrielle en des aiguilles qui permettent de réaliser des traitements, des brûlures, et puis différents types de traitements, différents types de brûlures. Et les radiologues ont su prendre aussi le virage avec l'acquisition des machines dernière génération qui permettent à la fois de réaliser du dynamique, de l'anesthésie générale. Vous voyez qu'on peut avoir des écrans répétiteurs en très grand écran et de faire de la combinaison à la fois de traitements vasculaires, de traitements percutanés. Et donc tout ça, ça m'amène à vous parler d'une filière en fait qui s'est développée dans la radiologie interventionnelle, qui est la radiologie interventionnelle oncologique. Alors pour ma part, je suis spécialisé dans la prise en charge des, euh, des maladies pulmonaires. Donc l'essentiel de mon activité est sur la prise en charge des maladies pulmonaires au sens large, le cancer, mais pas que le cancer. Et donc, je viens vous parler aujourd'hui précisément de la radiologie interventionnelle oncologique. Et on m'a demandé d'aborder deux sous-types qui sont à la fois le cancer du poumon, mais aussi les métastases. Et on va voir plusieurs parties. Donc, qu'est-ce que c'est cette prise en charge du cancer du poumon par radiologie interventionnelle? Pour quel patient? Qu'est-ce que c'est cette intervention et quelles sont les complications qui en découlent? Et enfin, les résultats et le suivi. Alors, actuellement, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire de la radiologie interventionnelle dans les tumeurs pulmonaires, qu'on va appeler dans cette présentation destruction tumorale percutanée, puisqu'en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de détruire la tumeur en passant à travers la peau et grâce au guidage, le plus souvent, dans la majorité des cas, d'un scanner, qui est le même scanner que quand vous allez passer vos examens diagnostiques. Et pour ça, on a différents outils. Je vais particulièrement insister sur la radiofréquence et sur la cryoablation et je vais vous parler brièvement des micro-ondes. Donc pour faire synthétique sur comment marchent ces différents
ces différentes techniques. La radiofréquence, c'est une des plus utilisées aujourd'hui. C'est une aiguille qui délivre un courant électrique. Donc c'est simplement un vecteur de courant électrique qui va être depuis un générateur déposé sur un nodule pulmonaire. Ici, je vous commente l'image. Vous voyez sur l'image en bas, vous avez donc un scanner. Le petit point blanc que vous voyez là, c'est un nodule et il est au milieu d'un vaste champ de noir qui correspond à de l'air. Et donc, ce sont des matériaux pour lesquels on peut avoir différentes tailles. On peut faire 2 cm, 3 cm, 4 cm, tout l'intérêt de la radiofréquence. L'autre matériau qui est très utilisé, c'est la cryoablation. Cette fois, c'est encore une aiguille. Et en fait, dans cette aiguille, il va passer un gaz. Et ce gaz, il est sous très haute pression dans des bouteilles. Et il va y avoir une telle détente tout au bout de l'aiguille, il va y avoir une telle détente du gaz que cette détente du gaz, elle va induire localement une congélation. Et l'intérêt de cette congélation, c'est qu'elle va venir piéger les cellules, piéger les petites lésions de cancer. Et en fait, elle va les brûler, mais par le froid. Et en fait, il y a plusieurs cycles de congélation. On fait congélation, décongélation, recongélation. Et au fur et à mesure, ça fait exploser toutes les petites cellules qui composent la tumeur. Et enfin, je vous parlerai très brièvement des micro-ondes, qui est une technologie qui a beaucoup moins pris actuellement en France et en Europe, et dont la technologie est exactement la même que celle des micro-ondes qu'on peut utiliser à la maison. Et encore une fois, l'onde de micro-ondes, au lieu qu'elle soit focalisée sur un plat, comme c'est le cas dans notre micro-ondes à la maison, elle est conduite par l'aiguille jusqu'à la cible. Alors maintenant, si on se concentre sur le poumon, je vous ai présenté la technique, les matériaux, mais si on parle du poumon, le poumon, c'est un très bon organe candidat parce que il y a ce nodule, donc tout ce qui est blanc, et je vais vous montrer avec le pointeur laser. Alors, hop, voilà le pointeur laser. Vous voyez ici le poumon donc, et le nodule qui est blanc au milieu, et en fait, il est entouré d'un milieu très aérique, et c'est ça qui va permettre de faire en sorte qu'on le voit, parce qu'on a au milieu de ce champ de poumon plein d'air, juste ce nodule très solide, et c'est cette différence de contraste entre les deux structures anatomiques qui fait qu'on le voit très bien, qu'on peut le cibler. Et en plus, comme il y a beaucoup d'air au milieu d'un morceau de tissu, en fait, hein, c'est un morceau de tissu comme de la peau, mais sauf que c'est une tumeur, et bien cet air, il va isoler électriquement au niveau thermique pour que toute l'énergie qui est déposée et qui vise à détruire le nodule se dépose pile sur le nodule. Alors, je vous ai parlé de la radiofréquence, je vous en reparle encore une fois, c'est la technique de référence. Et vous voyez ici, on est dans une stratégie qui existe depuis les années 2000. Si on regarde par rapport à l'histoire de la médecine, on est extrêmement jeune comme technique, avec de la recherche scientifique sur cette technique qui a été vraiment exponentielle sur les dernières années, avec beaucoup de séries qui ont été publiées à travers le monde, dans les différents continents, dans les différents pays, et qui ont montré que cette intervention, elle était sûre, qu'elle épargnait beaucoup le parenchyme, et ça c'est un de ses gros avantages, c'est-à-dire qu'elle traite le nodule, mais elle détruit très très peu du poumon normal, ou en tout cas du poumon qui n'est pas atteint par la tumeur juste autour. Et donc ce traitement qui est efficace, quand on dit efficace, on vise bien sûr la survie, la qualité de vie des malades, des patients atteints de ces maladies après le traitement. Alors, comment est-ce que cette technique se positionne? Et là, je rejoins tout à fait la fin du diapositive d'Iliès, c'est une alternative à la chirurgie. Les patients qui se présentent avec des stades localisés, et ça a été très bien décrit, ce stade localisé, sont éligibles à la chirurgie, mais une partie de ces patients va avoir des poumons qui sont dans un mauvais état, parce que le tabac n'aura pas que, malheureusement, généré une tumeur, mais aura aussi détruit une partie du poumon qui est autour, ou alors qui peut avoir des atteintes cardiaques ou vasculaires qui ne permettront pas la réalisation de la chirurgie. Et dans ces cas-là, ces destructions tumorales percutanées sont une alternative plutôt pour les lésions, les patients qui présentent des tumeurs de moins de 3 cm, ce qu'on appelle dans le jargon médical les T1, c'est-à-dire les stades très précoces, ou pour certains patients aussi, qui parfois refusent la chirurgie, même si je le précise, et je le maintiens, le traitement de référence pour les stades localisés et la chirurgie. On vient aussi se positionner parfois pour des patients qui récidivent sur un poumon qui a déjà été opéré et qui pourrait être difficile à réopérer. Et il y a aussi un rôle vraiment en association avec toutes les thérapeutiques, et on vient de parler du cas qui est très particulier euh, et des cas très particuliers de chacun. On peut avoir des thérapeutiques locales, des chimiothérapies, des immunothérapies, puis venir en complément à un moment de l'histoire, juste avoir une ablation d'une seule lésion ou de deux lésions, parce qu'on a remarqué que toute une maladie était progressée, mais certaines lésions de la maladie qui restent se mettaient, elles, à évoluer dans leur coin. Et dans ces cas-là, ben, ça peut être des bonnes indications d'aller les brûler, parce que c'est une technique qui est très, très mini-invasive.
Dans tous les cas, le choix de la stratégie se fait toujours en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui met autour de la table les oncologues, les pneumologues, les médecins spécialistes des tissus, les radiothérapeutes, les chirurgiens, les radiologues et bien sûr bien d'autres spécialistes. Alors le premier temps, c'est le temps de la consultation, où on a une rencontre entre le patient et le radiologue interventionnel, qui a un vrai temps d'échange. On va expliquer la décision de RCP. Pourquoi est-ce qu'au final, c'est cette proposition qui a été retenue par le consortium? Qu'est-ce que le geste? Exactement ce que je suis en train de faire avec le topo, tout pareil. Qu'est-ce que ce geste? Qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de passage à l'hôpital, de durée d'hospitalisation? Quelles sont les complications qu'on en attend? Et quelles sont leurs prises en charge si jamais une complication venait à survenir? Si les patients prennent des médicaments pour fluidifier le sang, c'est à ce moment-là aussi qu'il faudra anticiper la gestion de ces médicaments-là et l'organisation de l'hospitalisation, c'est-à-dire la date d'entrée, la durée prévue du séjour, les conditions de sortie d'hospitalisation, etc. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je vous disais qu'il y a une littérature, il y a des essais scientifiques dans le monde entier dont les résultats ont été très probants chez des patients, donc dans cette population de patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie, avec des contrôles à la fois locaux et des survies globales du cancer du poumon qui atteignent des très bons niveaux, parce que vous voyez ici dans cette étude pilote, on avait jusqu'à à peu près en moyenne 80%, ce qui est un très bon résultat. Là, je vous ai parlé aussi de la cryoablation. Je vais insister sur la cryoablation, qui est un peu l'outil en développement, puisqu'on parle d'innovation. Et bien, la cryoablation est très innovant et en train d'être étudié à l'échelle mondiale pour peut-être prendre le pas sur la radiofréquence. Donc, c'est très technique comme discussion, mais pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de l'ablation, il y a plusieurs manières de faire de l'ablation, avec encore une fois des essais scientifiques et des patients suivis après ces traitements pendant de nombreuses années de manière très rigoureuse et qui montrent d'excellents taux de survie. On m'a demandé aussi de parler des métastases pulmonaires. Les patients avec des métastases pulmonaires, quand ils en ont un faible nombre, sont éligibles à une prise en charge agressive de la part de leur médecin de ces métastases, c'est-à-dire en les enlevant. Elles peuvent être opérées, elles peuvent être traitées par des rayons, elles peuvent être traitées par de l'ablation. Tous ces traitements, globalement, marchent très bien, avec des spécificités en fonction de la tumeur initiale qui a donné la métastase. Si c'est un cancer du rein, un cancer de la thyroïde, etc., etc., etc. Chaque patient passe dans la RCP concernés par l'organe et se voit proposer la prise en charge. Et donc, dans ces métastases, là, les destructions tumorales percutanées, que ce soit la radiofréquence ou la cryoablation, fonctionnent extrêmement bien. Encore une fois, beaucoup de patients ont été suivis dans de grosses cohortes internationales pour montrer qu'il y avait de très bons résultats chez ces patients. En particulier, tout particulièrement pour les lésions de moins de 3 cm. Donc, ce sont des patients, la plupart du temps, on se fixe, je vous dis ça, mais c'est pas vrai pour tous les cas, mais maximum, en général, on dit 5 métastases pulmonaires. En fonction des discussions, des localisations des métastases, ça peut être plus, ça peut être moins, et en fonction du patient et de son stade de la maladie. Il faut quand même que ce soit des maladies assez stables, c'est-à-dire pas trop rapidement évolutives pour qu'elles soient contrôlées, avec possibilité de gérer localement la maladie initiale. Encore une fois, c'est une décision qui se prend avec tous les intervenants autour de la table lors de la RCP. Le plus connu, c'est pour les cancers colorectaux. Les cancers colorectaux ont une fâcheuse tendance à métastaser dans le poumon et la thermoablation, notamment la radiofréquence, est un excellent traitement. Pareil, il y a beaucoup de patients qui ont été suivis à l'échelle mondiale dans cette indication très précise de destruction tumorale des métastases pulmonaires des cancers colorectaux avec des très bons taux de survie en association au traitement usuel de chimiothérapie, de chirurgie de la lésion colique initiale, etc., etc. Mais pour quels autres cancers? Je vous parle du cancer colorectal. En fait, on le fait dans la plupart des cancers. Les métastases du cancer du poumon, du rein, des tumeurs, des parties molles qu'on appelle des sarcomes, des tumeurs du cou, des tumeurs du sein, des tumeurs de la peau, notamment le mélanome, des tumeurs du foie. Et donc, toutes ces métastases, quel que soit leur site initial, peuvent être prises en charge par cette technique. Alors, quels sont les patients qui ne sont pas éligibles? Et là, c'est important. Globalement, on ne met jamais d'aiguille dans le poumon chez les gens qui ont des médicaments qui fluidifient trop le sang parce qu'on sait qu'il y a un risque énorme. Donc, si on peut arrêter, on arrête ces médicaments-là pour faire le geste. Si on ne peut pas, on ne pourra pas faire ce type d'intervention. De même, certains patients souffrent de ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire. C'est le même concept que l'hypertension artérielle, que beaucoup de patients ont, mais très localisé dans les poumons. Et donc, ça concerne assez peu de patients, mais les patients qui sont porteurs de cette pathologie-là, avec trop de pression et de tension dans les artères pulmonaires, on ne le fait pas parce que c'est pareil, on sait qu'ils risquent de trop saigner. Et puis, il y a aussi
la capacité respiratoire du patient. C'est-à-dire que si un patient a déjà de l'oxygène au repos et qu'il n'arrive pas à l'arrêter, on sait que même en termes d'anesthésie générale, d'endormir le patient par l'anesthésiste, ça va être difficile et donc ça préjuge d'une difficulté au moment de la récupération. Cependant, les patients qui sont éligibles, qui n'ont pas ces contre-indications, on voit que l'épargne du poumon qui est normale autour, elle est vraiment minimale parce que dans toutes les études scientifiques qui ont été menées, on voit que le volume qui est mesuré lors du souffle, le volume du souffle n'est pas changé, absolument pas modifié avant ou après l'intervention. Et ça, c'est vrai, que ce soit juste après l'intervention, que ce soit même un an ou plusieurs temps après l'intervention, on n'a aucune modification des capacités du souffle du patient. Par contre, l'intervention en elle-même est quand même pas anodine, et on va en reparler juste après. Alors, je vous passe les détails sur la compétition entre les radiofréquences, les micro-ondes, etc. Et je réinsiste sur le fait qu'aujourd'hui, la radiofréquence, la cryoablation sont les deux techniques les plus utilisées en France et dans le monde. En termes d'intervention en elle-même, c'est une intervention qui se passe sous anesthésie générale et donc qui nécessitera, comme toute anesthésie générale, une consultation avec l'équipe d'anesthésie au préalable. quelques, il y a quelques équipes en France qui le font sous anesthésie locale, elles sont très rares. La majorité des cas, ça sera anesthésie générale, comme chez nous à Marseille. Et donc, comme on sait que le poumon bouge puisqu'on respire, ce n'est pas un problème parce qu'au moment de l'anesthésie générale, on pourra demander à l'anesthésiste de faire des apnées et donc de bloquer l'image, ce qui permet de cibler parfaitement le nodule et d'obtenir une précision de positionnement de l'aiguille de l'ordre du millimètre. Il faut que les patients restent à l'hôpital au moins 24 heures. Encore une fois, ça dépend des centres. Mais par exemple, à l'hôpital Nord, nous, à Marseille, à la PHM, c'est minimum 48 heures de séjour. Et après, ça va dépendre bien sûr du poumon sous-jacent. C'est-à-dire que si vous avez un poumon en très bon état, qui a été peu altéré par le tabac, c'est forcément que vous allez rester moins longtemps à l'hôpital. Si vous avez un poumon qui a déjà été bien abîmé par le tabac, eh bien, vous pouvez rester plus longtemps à l'hôpital. Je vous montre ici un exemple très concret. Tout le noir correspond à l'air. Le petit blanc qui est montré par mon pointeur correspond au nodule. Vous êtes dans le scanner comme les scanners. Et donc, ce patient avait été décidé en RCP de faire une ablation. Et je vous montre ici une aiguille alors je vais vous la montrer avec le pointeur laser. Elle est ici, cette aiguille, elle est en train de s'approcher de la peau. Vous voyez, ce sont des coupes séquentielles. Vous voyez que ça bouge un petit peu parce qu'on respire. Une aiguille qu'on approche de la peau. Et puis au final, l'aiguille elle va finir par rentrer dans le poumon. Donc je vais vous montrer avec le pointeur laser, c'est ce morceau blanc que l'on voit défiler sur les images et qu'on va aller positionner jusque devant le nodule, comme vous voyez ici. Et puis après, on va pouvoir déployer ce qu'on appelle l'aiguille parapluie, ce que vous voyez sur cette image-là encore, où en fait c'est une aiguille déployable. Donc on amène le trocar, on amène, si vous voulez, comme une paille, un tube creux jusque sur le nodule, et à l'intérieur duquel on met un parapluie rétracté qu'on déploie. C'est ce déploiement des baleines qui va venir tout autour du nodule, comme si le rond gris, si c'était la cible, la tumeur, et puis ce que vous voyez ici, les baleines du parapluie. Et puis, une fois qu'on est bien positionné, on sait qu'il faut qu'on mesure autour du nodule pour être sûr de brûler suffisamment autour pour pas qu'il y ait des petites cellules ou des petites portions de tumeurs qu'on ne verrait pas sur le scanner qui restent. Et on sait que c'est ça la clé. La clé, c'est d'arriver à bien à avoir dans le champ d'action toute la périphérie pour pouvoir brûler suffisamment pour pas qu'il y ait de récidive. Et donc les complications sont inhérentes à toute ponction du poumon. On peut citer la première desquelles, la plus fréquente, le pneumothorax, c'est-à-dire d'avoir de l'air qui va venir autour du poumon. Ça, c'est une complication qui est tout à fait gérable puisque s'il y a trop d'air autour du poumon, on va venir mettre un drain. Et donc, pour aspirer cet air, ça veut dire que dans les patients, moi, ce que je dis toujours, vous avez une chance sur deux de vous réveiller avec un drain. Et donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand même. Ce sont des drains de petit calibre qui servent à respirer l'air autour du poumon et qu'on enlève dès que possible, le plus tôt possible. C'est-à-dire, ça peut être à 24 heures quand on a des poumons qui sont en bonne forme. Ça peut être à 48-72 heures quand on a des poumons qui sont plus abîmés, puisque le trou qui est fait dans le poumon est extrêmement petit. Une aiguille de radiofréquence fait à peu près 2 ou 3 millimètres de diamètre et une aiguille de cryoablation est un peu plus petite. Elle fait à peu près 1 millimètre de diamètre. Donc, vous voyez, les trous à la peau, en fait, une fois que l'intervention est terminée, ils ne sont même plus visibles une fois que la peau est cicatrisée, tellement l'endroit d'entrée dans la peau est petit. Après, vous pouvez cracher du sang. Ça, c'est tout à fait possible et normal, puisqu'en fait, l'intervention elle se fait à l'intérieur du poumon. Donc, s'il y a des petits saignements, ils vont forcément être éliminés par les bronches, c'est-à-dire au moment de tousser, cracher du sang. Ça doit aller en diminuant après l'intervention. Et une complication qui est très rare mais grave s'appelle l'embolie gazeuse. C'est le passage de petites bulles d'air dans la circulation et en fait qui mime un accident de plongée
Heureusement, c'est extrêmement grave, mais il faut toujours prévenir le patient en amont de cette complication. Le trajet, vous allez me dire, on fait un trou dans le poumon, comment ce trajet se ferme? Eh bien, les trajets peuvent se fermer spontanément, tout seuls, juste parce qu'il va y avoir un petit peu de liquide, de sang, d'eau qui va se mettre à l'intérieur, mais on a tendance à les aider. Pour favoriser la durée d'hospitalisation la plus courte possible, on met des petites mousses de gélatine sur le trajet, ce qui permet en fait de faire déjà comme un petit bouchon et qui permet un petit peu d'aider à fermer le passage. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé à Marseille pour montrer que ça diminuait à la fois la pose des drains, mais aussi la durée d'hospitalisation. Alors, je vous resynthétise un petit peu tout ça. Le cancer du poumon, on a plusieurs études scientifiques qui montrent que la radiofréquence ou la cryoablation marche bien chez des patients contre-indiqués à la chirurgie, donc en alternative à la chirurgie, et que c'est un traitement mini-invasif qui est bien toléré avec aucun impact sur la fonction respiratoire après l'intervention et des survies globales qui sont tout à fait respectables. Et dans les métastases pulmonaires, on a aussi de multiples études scientifiques qui montrent que cela fonctionne très bien, la radiofréquence et la cryoablation avec un très bon contrôle local des métastases. Et notamment, on a des séries scientifiques qui suivent les patients jusqu'à 5 ans dans la littérature en montrant que le contrôle local est très bon. Donc, je vous montre ici encore quelques petits exemples. Donc, je vous montre avec le pointeur laser le nodule. Ici, un nodule qui était pas bien situé dans le thorax parce qu'il est très profond, mais on peut réaliser nous-mêmes le pneumothorax, c'est-à-dire aller mettre de l'air autour du poumon pour le décoller, pour un peu faire une petite protection, et après amener l'aiguille sur le nodule pour faire la destruction. Et donc, à 48 heures, à 2 jours après l'intervention, vous aurez forcément un scanner de contrôle pour vérifier ces fameuses marges. Et si besoin, reprogrammer une intervention si les marges n'ont pas été suffisantes, ce qui arrive très rarement, heureusement. Mais c'est aussi ça un message, c'est-à-dire que cette technique, elle peut être répétée s'il y a besoin, si 1 an après il y a une nouvelle lésion, si 2 ans après il y a une nouvelle lésion, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ce qui a déjà été fait. Ça ne contre-indique pas ultérieurement une nouvelle prise en charge. Ici, je vous montre un exemple, vous commencez à avoir l'habitude d'un nodule là, vu par mon pointeur laser bien blanc, et cet arc qui est autour là, cette corde, on dirait vraiment comme s'il y avait un arc qui correspond à la marge, à la sécurité. Et vous voyez qu'ici, il y a une bonne sécurité autour de la lésion qui a été prise en charge. Il faut savoir après bien suivre ces lésions, et donc il faut des radiologues qui ont un petit peu l'habitude, et parce que les cicatrices, elles vont rester à l'intérieur du poumon. C'est pas comme quand il laisse opérer un patient, il va enlever, il va plus rien avoir, et il y aura juste un poumon au moins, c'est-à-dire quand on va suivre, et ben c'est facile parce que et la lésion n'est pas restée. Là, comme la radiothérapie, la lésion reste à l'intérieur. Et donc, il faut une certaine expérience pour savoir suivre et être sûr qu'il n'est pas une maladie qui va revenir dans cette zone, même si c'est très rare. C'est quelque chose qu'on redoute. Et c'est pour ça qu'on suit bien les patients. Et là, je vous ai montré un peu une frise chronologique assez didactique, où encore une fois, vous voyez, vous avez l'habitude, hein, maintenant, vous voyez toute cette terre qui est noire autour, le nodule qui est blanc montré par mon pointeur laser, cette aiguille qui va venir pile au contact du nodule, et puis cette rétraction, vous voyez, en fonction du temps, qui évolue vers la diminution avec encore une fois ici un exemple d'un patient qui était suivi à 5 ans et 3 mois, avec une cicatrice qui reste à l'intérieur du poumon et c'est tout à fait normal. Après l'intervention, le lever, il est possible dès le réveil. Comme je vous dis, c'est minimalement invasif. Donc la sortie d'hospitalisation, elle pourra se faire normalement à 48 heures s'il n'y a pas de complications. Mais les patients qui ont un poumon abîmé, vous pouvez rester à l'hôpital jusqu'à une semaine après l'intervention, c'est tout à fait possible. Les douleurs thoraciques, alors ça se passe plus, les interventions se passent bien parce que le poumon n'est pas innervé, il n'y a pas de nerf dans le poumon, ça ne fait pas mal, mais si on a un peu de liquide, d'épanchement qui se met autour du poumon, ça peut faire quelques douleurs, quelques jours, certains patients quelques semaines. Donc c'est pareil, et là je rejoins tout à fait ce que disait Elias juste avant, si vous sortez avec quelques douleurs, il faut absolument sortir avec les médicaments antalgiques, tout ce qu'il faut pour que ces douleurs ne persistent pas et que les suites interventionnelles soient les plus légères possibles. Le crachat de sang, ça peut être jusqu'à 15 jours après l'intervention, et moi je préconise toujours une semaine de repos après l'intervention, et puis au bout d'une semaine, reprendre sa vie comme avant, normalement. Le suivi, on ne fait, en tant que radiologue interventionnel, on ne fait jamais un suivi seul, puisque comme je vous l'ai dit, en général, les patients viennent de confrères, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, et donc on continue en équipe multidisciplinaire de les suivre avec eux, que ce soit par consultation ou par scanner régulièrement. Donc en conclusion, je vous ai largement parlé des destructions tumorales percutanées, qui sont un des outils dans la palette des radiologues interventionnels qui concerne les cancers pulmonaires de stade précoce en alternative à la chirurgie et qui est une très bonne indication pour les métastases pulmonaires, puisque ce sont des techniques minimalement invasives avec un bon taux de succès. Dans tous les cas, la décision elle est prise au moment de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui met autour de la table tous les spécialistes, quel que soit leur point de vue sur la maladie,
dans la pathologie tumorale. Et donc, il y a différentes techniques. Je vous demande, enfin, j'insiste particulièrement sur la radiofréquence et la cryoablation, avec un suivi qui est multidisciplinaire, en multi-équipe, qui repose à la fois sur des consultations, mais aussi, encore une fois, toujours sur des scanners réguliers pour évaluer localement la forme de la cicatrice. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Aïcha qui demande la différence entre la radiologie interventionnelle et la radiothérapie. Ah oui, c'est une très bonne question. Il faut bien faire la différence, parce que c'est deux techniques qui ont une approche complètement différente. Déjà, elles sont réalisées par des médecins différents, puisque les radiothérapeutes ont une formation d'oncologie, ils ont une formation d'oncologue puis de radiothérapeute, et ils travaillent sur des machines différentes, je vais y revenir jusqu'après, et alors que les radiologues ont une formation de radiologie, donc vraiment de spécialistes du diagnostic, et puis c'est en fin de cursus qu'ils se spécialisent dans faire des interventions sur les patients. Donc ce sont des cursus différents, mais qui au final convergent on travaille beaucoup sur des images tous les deux. La radiothérapie, en fait, ils vont utiliser une machine qui, elle, envoie des rayons sur le patient. Donc, il n'y a pas il n'y a aucune incision qui est faite sur le patient. C'est une machine qui tourne autour et qui va envoyer le rayon exactement dans l'axe sur lequel il sait qu'il y a la tumeur. Alors qu'en radiologie interventionnelle, le patient est endormi et on va, nous, avec une aiguille qu'on va prendre dans la main, venir la positionner sur le nodule, mais on va aussi se servir d'une machine qui est le scanner pour voir ce nodule et pour être sûr qu'on met l'aiguille exactement au bon endroit. Donc, en synthèse, la radiothérapie ne fait aucune incision. C'est plusieurs séances qui envoient des rayons par l'extérieur du corps, qui traversent le corps, alors que la radiologie interventionnelle vient positionner une aiguille à la main, directement dans le poumon, au contact de la lésion, mais avec un contrôle scanner permanent pour être sûr de la bonne position du matériel. Merci beaucoup. Sincèrement, vous avez fait des topos extrêmement clairs et imagés, où on voit bien en fait l'intérêt de ces différentes techniques et leurs actions, et également l'intérêt pour cette radiologie interventionnelle en situation localisée, mais aussi pour certains types de métastases. Donc c'est vraiment très intéressant. On ne manquera pas d'en parler et de rediffuser tout ça en replay et en explication sur nos différents réseaux, du coup, notamment colorectal, hein, pour ces métastases pulmonaires dont vous parliez. On peut prendre peut-être ces dernières minutes pour vous proposer donc de poursuivre et mettre quelques questions si vous en avez encore. Mais comme le soulignait le docteur Bouabdallah, c'est important aussi de faire connaître les associations. Donc l'association dont on parlait tout à l'heure de Marseille, mais qui potentiellement peut être enfin, qui se spécialise sur finalement accompagner les patients, opérer le souffle d'après, comme pas mal d'autres associations spécialisées dans le poumon ou pas d'ailleurs, hein, qui peut être au contraire sur l'activité physique ou d'autres choses, sont référencées, enfin est référencées pour le souffle d'après dans mon réseau cancer en général. Et je voulais dire qu'en fait, notre association a participé récemment à la proposition de nouveaux supports, notamment une BD qui vient raconter un parcours de soins de chirurgie cancer du poumon. Et on trouvait que c'était intéressant de vous la faire connaître, puisque on manque parfois aussi de support pour revenir à la maison avec son diagnostic, en parler aux enfants, aux ados notamment. Et donc, cette nouvelle BD, elle doit pouvoir être diffusée un peu partout. Elle est faite avec le soutien institutionnel de Bristol Myers Squibb. Donc, vous pouvez la voir en vrai, mais enfin, entre guillemets, en joli livret de BD. Mais pour ça, donc, il faut demander à vos équipes de soins. Si vous n'en avez pas encore dans vos équipes de soins, vous les demandez pour la recevoir. Et nous, en fait, on la diffuse tout simplement en version PDF. Mais l'idée, c'est déjà que les gens puissent en prendre connaissance, voir si ça leur plaît, et puis après qu'on leur donne, enfin, idéalement qu'ils l'aient en version papier. Mais en tout cas, on trouvait intéressant de pouvoir aussi pouvoir parler de la maladie. Je le disais au début, c'est quand même un diagnostic très lourd. Quand on parle de chirurgie ou de radio interventionnelle à visée curative, on est quand même encore complètement sous le bouleversement de ce diagnostic, avec une image de la maladie cancer du poumon qui fait très peur.
et donc un regard des autres qui change beaucoup. Voilà, donc c'est important aussi, au-delà de la prise en charge très qualitative que vous avez présentée ce soir, d'accompagner les personnes, qu'elles puissent en parler, être soutenues, aller vers les associations, les psychologues, tous les soins de support. Et l'activité physique, vous l'avez souligné, hein, nous on est en pleine challenge avec Kipling. Alors on dit quand même aux gens d'y aller mollo en ce moment, il fait très chaud, donc on marche doucement. Mais en fait, voilà, marcher, remarcher, éventuellement courir même, de voir comme ça ces patients guéris qui font des grandes prouesses sportives, ça donne beaucoup d'espoir. Donc c'est possible. Pas à pas, chaque chose en son temps, mais voilà. Donc, un grand merci en tout cas. Et on va regarder, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées, sinon Bah, peut-être que Julie, est-ce que Julie avait un commentaire, une question pour nos deux experts? Non, non. Moi, j'ai subi cette radio stéréotaxique. J'ai trouvé ça génial parce que j'ai pas souffert. Ils ont réglé un problème sur mon poumon droit en retirant des lésions et j'ai trouvé ça formidable. Et une séance, j'en ai pas fait 35 comme j'entends souvent les camarades dire j'ai 30 séances ou 35 séances. Moi, ça a été réglé en une séance parce qu'effectivement, c'était une petite lésion. C'est ce que j'ai retenu surtout. Mais moi, aujourd'hui, je me rappelle que je suis malade tous les 3 ou 4 mois parce qu'on me demande de faire un scanner et une IRM. Sinon, j'oublie que je suis malade. Je prends un médicament le soir, puis c'est tout. Non, ça a énormément avancé quand même. C'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est bien de parler du cancer parce que les gens aujourd'hui, quand vous leur dites que vous avez un cancer, ils prennent peur, quoi. J'ai envie de rigoler en leur disant, mais je suis pas contagieuse, je t'assure, il n'y a pas de problème. Et c'est vachement bien de faire ça. Et ce livre BD, c'est génial. Parce que ça fera du bien même aux personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer. C'est le mot cancer, c'est pas le mot opération qui fait peur. Hein. C'est le mot cancer, hein, tout bêtement. Parce que ça a une connotation absolument épouvantable au départ. Voilà ce que j'avais à dire. Et je remercie les deux médecins qui viennent de parler. C'était vraiment passionnant. voilà, donc ça va faire l'objet d'un replay qui, je pense, sera extrêmement utile. Donc, d'ici quelques jours, vous aurez quelques heures, peut-être quelques jours au maximum, vous aurez le lien. On vérifiera qu'il arrive bien dans vos mails et pas dans vos spams. Et on vous remercie vraiment très sincèrement pour votre temps. On sait que vous êtes extrêmement occupés. C'est un temps pédagogique qui sera vraiment utilisé très largement par nos différentes équipes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci à vous. soirée à tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée Merci à beaucoup pour tous. l'invitation. Au revoir.